Bonsoir. Salut tout le monde. Salut Ctélion. Salut Keivan, Maigur, Warlock Uskavar, Lazy, Lucas Studder et Zengdar. J'espère que vous allez bien ce soir. On est jeudi. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de news. C'est un peu la folie dans le monde de Warhammer et ça nous fait bien plaisir. En tout cas, dans le monde d'Age of Sigmar, on sait très bien que vers mai, ça sera la folie du côté de 40 000. Du coup, ça rush un petit peu côté AOS pour sortir des trucs avant ça, j'ai l'impression. Ce qui est quand même très très cool parce qu'on a plein de choses à manger. Salut Jack. On va en reparler Lucas, même si on parlera pas de ce qui n'a pas été officiellement dévoilé. On parlera que des articles qui ont été mis en ligne ainsi que des points. Donc il n'y aura pas de leak ce soir sur ce channel. Essayez de respecter ça s'il vous plaît dans le chat. On parle uniquement de ce que l'on sait via Warhammer Community, c'est-à-dire les points et les divers articles. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Il faut que je prévoie un stream sur le bouquin Luminette, mais j'aimerais bien faire encore quelques games avec avant. Mais bon, on va voir. Et du coup, je vais devoir prévoir un stream aussi sur le bouquin OBR quand il sortira. Donc peut-être semaine prochaine, peut-être semaine d'après, on verra. En tout cas, beaucoup de choses à dire. Et ça va potentiellement pas mal changer la méta. Donc c'est très très cool. On va avoir une méta qui bouge beaucoup. Le seul point d'inquiétude, et c'est uniquement en ce qui concerne l'équipe de France, c'est qu'en général, je sais pas si ça sera le cas, mais en général, le Battle Scroll de mars, c'est le dernier gros Battle Scroll avant les Worlds. Et tout ce qui sort dans cette période, genre depuis Luminette, Zench, OBR, ben ça a tendance à pas être patché en mars. Et du coup, s'il y a des trucs vraiment soit hyper forts, soit hyper faibles, bah soit ça met l'armée en auto-include, soit ça disqualifie l'armée. Donc c'est un peu l'ennui pour les Worlds. En tout cas, pour le reste du monde, un balèque, hein, c'est une sortie comme une autre. Mais pour les Worlds, c'est un poil ennuyeux de ce côté-là. Mais après, c'est pas grave. Hein. Moi, je préfère que ça sorte. Et puis, Games, ils n'ont pas à organiser leur sortie autour des Worlds. Les Worlds, c'est 8 joueurs par nation. C'est que dalle, quoi. C'est juste, nous, faut qu'on prenne ça en compte. Et aussi, qu'on se rende compte que ces trucs vont pas se faire patcher. Alors, beaucoup de choses autour risquent de se faire patcher. Donc, ça veut pas dire que, intrinsèquement, si on se dit que Luminette et Zench sont trop forts, ce qui est entendable à divers degrés en tout cas, il pourrait très bien y avoir les autres armées autour qui bougent et qui rendent du coup ces deux bouquins un peu plus dans le rang. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, il y a fort peu de chances que LRL, Zench, OBR, ça bouge trop au patch de mars. Ça veut dire que ça bougerait au patch de juillet. Fin juin, pardon. Patch de fin juin. Donc, bon, bref. En tout cas, pas pour les Worlds. Et moi, le contrat, c'est que je suis dans les Worlds jusque début juin. Et après, le 8 juin, on verra. Mais en tout cas, jusque début juin, je suis focus que sur une chose. C'est de construire un roster pour les Worlds et que les joueurs puissent s'entraîner sur leur roster. Les Worlds à Barcelone. Non, je te parle des Worlds en Italie, des Worlds en équipe en Italie, qui se déroulent du 3 au 7 juin. Donc ça ne sera pas avec le nouveau manuel général, ça sera toujours avec l'ancien, puisque le nouveau manuel général sera début juillet, a priori. Donc voilà, il faut composer avec ça, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air très très cool. Et on va voir ce qui se passe. Salut Max, salut Azur. J'espère que vous allez tous bien ce soir. Donc ouais, en ce moment, vraiment très focus sur qu'est-ce qu'on peut build sur Lunette, sur Zench et bientôt sur OBR, voir si c'est des choses qu'on va intégrer dans le roster ou pas, sur la stratégie du roster, sur ce qu'on pense qui va arriver aux Worlds.
D'ailleurs, je peux vous faire une petite update. J'ai un peu à l'arrache parce que j'y ai pas pensé avant, mais c'est pas grave. Au Worlds, il y a un peu de changement par rapport à... Un peu de changement. Potentiellement un peu de changement par rapport à ce que le jeu que vous connaissez en France. Et ça est relatif au terrain. Vous allez voir du coup tout de suite la problématique. C'est pas spécialement un problème, mais ça change un peu, voire beaucoup, la méta et ce qu'on veut ramener. Donc, il faut qu'on réfléchisse. C'est pas simple, et c'est jamais simple parce que ça change toujours un peu. Donc, les autres équipes précédentes ont dû faire un peu les mêmes choses. Mais je vais vous montrer un truc. Alors, attendez. Il faut que je sorte ça. Hop. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un des kits de terrain qui sera joué au Worlds. Donc, ça, c'est pour équiper une table. Bon, très cool, hein, très stylé. Voilà les kits de terrain qui vont équiper les tables au Worlds. Sachant que nous aurons, c'est écrit dans le règlement, 2 terrains de type plat, comme les forêts, qui sont ici représentés par ces 2 terrains de droite que vous voyez là. Les cristaux ils peuvent s'enlever, donc c'est des terrains plats, on peut marcher partout. Donc ça, c'est les forêts au format Wildwood, ça n'a pas de problème, tout le monde joue avec ça, on a tous l'habitude. C'est pas un sujet. Le sujet, c'est sur le reste. Donc le reste, si vous voulez, seront considérés comme instables, qui est la règle officielle Games Workshop, pas de problème avec ça. Ceci étant, maintenant, il va falloir vous dire que, comme c'est instable, on va pouvoir monter sur toutes les bases. Vous voyez les bases, tout ce qui va autour de ce terrain-là, tout ça, on peut y monter dessus, d'accord ? Même là, même ici, on peut monter sur quasiment tout le décor, d'accord ? Et selon les règles de Games Workshop, qui sont, c'est les règles officielles du jeu, qui sont appliquées du coup avec ces terrains-là, l'obscuring du coup des Place of Power, par exemple, ça c'est une Place of Power, potentiellement, d'accord ? Si ça c'est une Place of Power, je peux placer littéralement 10 brutes obscurées dessus. Chose qui est souvent plus difficile à faire en AOSFF où, en général, les décors qui ne sont pas marqués comme des forêts sur les layouts sont full infranchissables. Ou considérés comme tels. Ou en tout cas, c'est des terrains hauts sans base. Donc, oui, non mais infranchissable, ça n'existe pas sur le layout games. Mais quand je vous dis infranchissable, ça veut dire qu'en France, en général, on n'a pas de base pour nos terrains, ce qui veut dire que tout fait plus que 1 de haut. Et en fait, pour profiter de l'obscuring, grosso modo, on est obligé de se coller à 1 pouce du décor. Et du coup, ce que ça voudrait dire, c'est que pour la plupart des armées d'infanterie de socle de plus de 25 mm, tu ne peux pas obscurer une unité de plus de 6 modèles sur socle de 32 ou de 40 par exemple, sur un terrain qui fait complètement plus de 1. Par exemple, 10 brutes, tu ne peux pas l'obscurer quasiment pas, en tout cas dans les tables que j'ai vues en AOSFF, je ne sais pas si c'est une règle générale, mais en tout cas dans les tables que j'ai vues en AOSFF, tu ne peux pas l'obscurer sur la plupart des décors qui ne sont pas des templates de forêt, parce que ce sont des décors qui sont juste posés, il n'y a pas de base. Et du coup, tu ne peux pas mettre tes unités d'infanterie, de 10 infanteries ou de 20 infanteries, de socle de 32, 40 et plus, tu ne peux pas les obscurer sur les décors en France, à part sur tout ce qui est layout de forêt. Au World, c'est pas comme ça. Au World, ce sont les règles. En fait, on joue par les mêmes règles, c'est juste que les décors sont différents. Nous, on n'a pas de base, et eux, ils ont des bases, et ça change tout. Ça change tout parce que là, du coup, je peux obscurer 10 brutes là-dessus. Là, sur ce bout de terrain-là, je peux probablement obscurer 10 brutes. Vous voyez ? Parce qu'en fait, il y a toute la partie base qui est accessible, puis tout ce qui est à 1 pouce de ça. Donc, en fait, là, on a littéralement une zone qui fait un peu ça, sur lequel tout ça, ça va être obscuré. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que la Meta Worlds va être potentiellement très différente de la méta FR et des entraînements qu'on peut faire. Donc, c'est un peu particulier parce que on est obligé de s'entraîner avec ça en tête. Et donc, les entraînements, les tournois qu'on peut faire en France,
vont pas tout à fait refléter de la méta. On peut toujours bosser les listes, on peut toujours réfléchir à des trucs, mais c'est pas exactement le même training, et du coup, c'est un peu ennuyeux. Il faut qu'on fasse un peu gaffe à ça. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est beaucoup plus simple pour obscurer plein de choses, notamment les grosses armées de tap, comme Ogre, Iron Joe, ce genre de choses, qui n'ont pas vraiment d'unité volante, mais qui ont des grosses infanteries de tap. Déjà, l'infanterie est très très contente de ce changement, parce qu'elle navigue beaucoup plus facilement autour et elle s'obscure beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, l'infanterie, du coup, comme Ogre, Iron Joe, c'est ce à quoi je pense, mais il doit y en avoir d'autres, sont très contents de jouer là-dessus. Et on a des grands perdants aussi. Par exemple, Caradron, c'est extrêmement compliqué de jouer contre ce genre de terrain, parce qu'en fait, si vous tombez sur une armée qui n'a pas de monstre et pas de volant, ils peuvent assez simplement obscurer une grosse partie de son armée. Alors, il y a un bémol quand même. Comme on peut le voir, là, les terrains ne sont pas très gros, parce que ça, c'est des templates de forêt qui ont une taille normale, comme vous voyez un peu partout, quoi. C'est Wildwood, des anciens Wildwood. Donc les terrains ne sont pas si gros. Donc grosso modo, on va pouvoir s'obscurer. Et d'ailleurs, on va pouvoir obscurer quasi tous les terrains avec l'effet de Place of Power, etc. On va pouvoir obscurer des objets, etc. sur les 3+. Et certes, c'est des 3+, donc c'est pas automatique, mais nous, on ne peut pas amener une armée en pensant qu'ils vont louper les 3+. On est obligé de considérer qu'ils vont les réussir. Parce que s'ils les réussissent et qu'on a ramené une armée qui se retrouve dans la sauce, si elle ne peut pas tirer, c'est compliqué. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est une gymnastique. C'est un poil ennuyeux. Parce que ça sort certaines armées de la méta, mais on peut pas vraiment leur reprocher quoi que ce soit. C'est les règles games. C'est juste que les terrains ont une base. Bon, c'est la vie, les terrains ont une base. On joue avec les règles games. Ça amène aussi quelques autres questions. Par exemple, théoriquement, imaginons, vous voyez ce terrain-là. Si le rebord là, il fait plus de 1 et qu'à l'intérieur, ça fait moins de 1, en théorie, je peux poser un modèle volant au milieu et il peut pas se faire attaquer par des modèles, il peut pas se faire charger en tout cas par des modèles qui n'ont pas le vol, ou en tout cas même par des modèles qui ont le vol, puisqu'ils peuvent pas finir sur l'unstable, il est inchargeable en fait. Donc ça pose d'autres problèmes. Alors ça, j'imagine que ça peut être roulé par l'arbitrage, comme on n'a pas le droit de se poser dedans, ce genre de truc, vous voyez, mais ça pose quand même quelques autres soucis. Bref, c'est un peu le bordel sur les terrains. Et ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on essaye de s'adapter à cette méta. Et ça veut aussi dire qu'il y a certaines armées qui sont potentiellement exclues. On pense par exemple que Caradron, c'est très compliqué de jouer avec ce style de terrain, même s'il faudrait qu'on essaye de voir avec les tailles de décor, parce que les tailles de décor sont quand même assez réduites. Donc il y a quand même un monde où il y a de l'espace. Mais bon, parier là-dessus, c'est quand même un gros pari. Bref, en somme, c'est un challenge. C'est un challenge qu'on va relever, mais ça change beaucoup de comment on joue, et ça veut dire que la méta shift un peu. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur... ça veut dire que le tir doit rester un tir d'appoint, et on ne peut pas avoir une armée qui est centrée sur le tir. En tout cas, c'est très compliqué. Ou qui a une grosse partie de son jeu qui est centrée autour du tir. La question, elle reste un peu la même pour toutes les armées qui ont besoin de visibles. On a de plus en plus d'armées qui ont des debuffs offensifs, ce genre de choses. Si c'est facile de t'obscurer, a fortiori, c'est facile de pas se prendre ce genre de truc. Donc, c'est vraiment pas simple de choisir. Et il y a beaucoup de discussions pour savoir ce qu'on ramène, pourquoi on ramène, et ce genre de choses. Donc on va traîner sur ce genre de choses. Maintenant c'est tombé, je crois, la semaine dernière. Donc c'est un peu pour vous tenir au courant. Et voilà. Donc on va voir ce qu'on ramène. Il y a plein de factions qui sont bonnes, mais il y a peut-être des factions qui sont meilleures que ce à quoi on s'attend, et des factions qui sont moins bonnes. Donc il va falloir s'adapter. Voilà un peu pour les news sur les Worlds. Et sinon, dans les autres news sur les Worlds, on a réservé l'hôtel dans lequel se déroulent les Worlds, qui était recommandé par les orgas. Donc on a réservé l'hôtel pour l'équipe. Donc ça avance, la logistique avance.
Il faut qu'on regarde comment on y va. Parce qu'on a le choix entre 14 heures de train, je crois, ou 4 ou 5 heures d'avion parce qu'il y a une escale. Et l'avion, ça me plaît pas des masses. Ou 15 heures de bagnole. Bon, il n'y a pas de bonne solution. On verra ce qu'on fait. Je sais pas trop. Tout simplement, je sais pas trop ce qu'on va faire. Ouais, c'est un peu galère, mais bon, bref. Toujours est-il que ça c'est fait. En tout cas, l'hôtel est fait et on va voir ce qu'on fait pour le déplacement. Voilà. Dernier truc avant de démarrer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le Discord, mais j'ai annoncé que ça concerne Nine Inch Baguette, donc ça ne concerne pas l'équipe de France, ça concerne vraiment l'équipe Nine Inch Baguette. On est en train de décider quelle couleur on va faire les dés Nine Inch Baguette à destination de vous vendre ça. Ça passera par l'association Nine Inch Baguette et nous on injectera l'argent pour l'achat des dés pour qu'il y ait de l'argent et après on le récupérera. Et du coup on va commander des dés chez Baron of Dice qui sont le fournisseur qu'on préfère depuis maintenant 2 ou 3 ans. Avec le logo de Nine Inch Baguette dessus. Là, on est en train de décider des couleurs. J'ai fait un sondage pour savoir à peu près combien les gens en voulaient. On a eu beaucoup de réponses, donc ça, merci à vous. Ça fait énormément plaisir. Je crois qu'il y a plus de 1200 dés qui sont souhaités. Donc, on va probablement en acheter 1500 ou 2000, je ne sais pas encore. Donc, on va mettre le début. Vous serez complètement... de toute façon, je suis complètement transparent sur le prix que ça nous coûte et du coup, le prix de vente, donc le delta qui va finir dans nos poches, sachant que cet argent finit dans les poches d'une association pour pouvoir aider l'équipe à se déplacer dans les tournois d'entraînement, éventuellement de compléter pour les Worlds, ce genre de choses. Et moi, ma volonté, j'en ai parlé avec Martin, il est plutôt d'accord, et j'en ai pas encore parlé avec l'équipe, mais je pense qu'ils seront d'accord aussi, c'est d'aider en priorité les joueurs qui en ont le plus besoin, notamment les joueurs qui sont encore étudiants, on en a quand même quelques-uns. Et donc, ça sera pas... les gains ne seront pas redistribués uniformément entre tous les joueurs. On va essayer de complètement défrayer certains étudiants sur leur déplacement en événement avant d'essayer de continuer à défrayer d'autres joueurs qui peuvent se permettre de payer les déplacements. C'est un peu l'idée du truc. Et évidemment, c'est pas pour juste donner de l'argent aux gens, c'est pour uniquement les défrayer. On n'a pas le droit de verser des salaires avec des associations. C'est pour les aider à bouger, ce genre de choses. Tout simplement. Voilà un peu pour les petits points nous concernant. Et également, je suis en train de réfléchir et de bosser sur du merch un peu plus poussé, notamment des suites, des joggings, ce genre de trucs. Déjà pour l'équipe, mais ça peut peut-être intéresser la communauté, donc il faut que je réfléchisse à plein de choses, mais il y a un monde où il y a ça qui part aussi dans un genre de boutique, on verra comment on gère. Tout ça, c'est de la gestion et de la logistique à gérer en plus, donc bon, c'est plein, encore du boulot, mais on va voir ce qu'on peut faire. Voilà pour le petit point global. Maintenant, on va parler un petit peu de l'actu et on finira par l'analyse des tournois. On aura 2 tournois solo et 2 tournois de ligue à OSFF. On aura en fin de stream, on regardera la L3 Sud-Ouest et la L2 Sud-Est PACA. Mais ça sera à la fin. Avant cela, on va parler OBR. OBR qui a été annoncé avec fracas ce dimanche. Moi, je m'y attendais pas du tout à ce que ça sorte aussi vite. Donc, c'est ce samedi, les précos. Ça ouvre à 11h, comme d'habitude. J'ai systématiquement des gens qui me demandent à chaque fois c'est à quelle heure, alors que ça n'a pas changé depuis 3 ans. Voilà, donc c'est facile. Il y a l'annonce le dimanche soir. C'est le samedi suivant à 11h. Avec ça, on a du coup le bouquin, le chariot et sa variante non personnage, le Lige Mortec, les Triax a priori qui sont par 20, et ça c'est très 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 stylé, les Reapers et that's it pour les nouveautés. On aura également les dés, etc. Voilà. La Spirette qui est vraiment pas immonde. Il
Il y a plein de choses qui sont bien. Le régiment de Renon n'est pas immonde non plus. En vrai, voilà. Donc, très très surpris qu'ils annoncent OBR. Moi, je pense que je vais me commander 2 kits de char, un pour le perso et un pour un char normal, un Lige Mortec, une boîte de Triax et une boîte de Reaper, je pense. Et ouais, c'est bon. Et je pense que je vais commencer par ça et on verra. Pas sûr qu'il y ait besoin d'acheter plus. Mais c'est pas mal. Une boîte de chaque, c'est bien. Et 2 boîtes ici pour avoir la variation perso ou la variation normale. Sachant que c'est moi qui les peins et que c'est long à peindre. Bah voilà, je fais gaffe aussi. S'il n'y avait pas de grosse rumeur sur code, je me serais laissé tenter par Aubert. Ouais, je comprends. Donc voilà. En bref, OBR qui sort et on est tous très contents. Donc on a eu 3 articles cette semaine sur OBR et on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Un petit rappel avant qu'on parle dans le vif du sujet des règles OBR. Ce soir ici sur le channel d'une manière générale, on ne parle pas de leaks. Donc les leaks, ça comprend tout ce qui n'est pas passé par la com de Games Workshop ou des influenceurs officiels Games Workshop. Donc c'est très simple. En ce qui concerne les sorties de Battletome, ce dont on parle, c'est les articles Warhammer Community jusqu'au samedi de la préco. Au samedi de la préco, on a les influenceurs officiels de Game Workshop qui diffusent les War Scrolls, etc. À partir de ce moment-là, on peut parler de tout. Voilà. Donc ce soir, on va parler des articles et on commence avec les points de Relentless Discipline qui reviennent. On avait ça en V2. Ça avait été simplifié, je ne sais plus si c'est en V3 ou si c'est au lancement du Faction Pack. Il me semble que c'est dès la V3, mais qui était arrivé late en V3. Bref. Et du coup, c'est de retour. Donc, à tous les Battle Rounds, on aura un héros qui va générer un RDP, enfin un nombre de RDP qui est écrit sur leur War Scroll. Donc, par exemple, Katakros, il en génère 10, les Cavalos, il en génère 6, et les Mortisans en génèrent 2. Et ensuite, on peut les dépenser pour des Discipline Ability sur le Battle Round. Et c'est comme les CP, on les perd à la fin du Battle Round. C'est quoi la tolérance pour parler des revendeurs indépendants? Je comprends pas ta question, Ashki. Donc la plupart des aptitudes de Relentless Discipline, ils coûtent soit 1, soit 2, si l'unité est renforcée. Et quand ils disent renforcé, ils précisent bien si l'unité est renforcée et à plus de la moitié, ce qui veut dire que si jamais votre unité de 20 Mortec, il n'y en a plus que 10, vous payez que 1. Je pense qu'il y avait peut-être une manière plus simple d'écrire ça, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Donc ici on voit 2 aptitudes déjà. Donc une aptitude pour avancer de 3 de plus, d'avoir plus 3 de move pour la phase, mais on ne peut pas run. Ok. Ça mirror un peu, ça mimique ce qu'on avait déjà, mais c'était plus 2. J'ai dit, Toredin, qu'on allait regarder la L2 PACA en fin de stream. Il me semble que c'était plus 2 moves en bulle, mais bref. Là, c'est pas en bulle. Là, vous choisissez vos unités et ça vous coûtera des points. Donc, il va falloir faire très attention à vos poules de points. C'est pas juste à tous les tours. J'ai pas besoin de réfléchir. Je fais ça, ça, ça. En vrai, il y avait rien à réfléchir en OBR. Là, maintenant, il va falloir un peu faire attention. Plus 2, mais avec course autorisée. Très bien. Donc, on a donc cette mécanique qui revient, qui est pas plus mal, parce que c'est une armée quand même relativement lente. Relativement, hein, c'est pas non plus des nains, mais c'est relativement lent. Donc, ça fait plaisir de pouvoir booster un petit peu. Gagner 3 pouces de range sur une unité, c'est jamais mauvais. Donc, on est content. Et également, le fait que ça coûte des points de discipline, c'est pas forcément grave. On avait rarement besoin d'avoir plus 3 sur toutes nos unités. Ou alors c'était en early game. En early game, c'est moins grave de devoir dépenser tous ces points juste pour bouger, parce qu'en fait, on va en avoir très peu besoin au tour adverse. Donc, bref, pour l'instant, c'est pas le drame. On a ensuite une aptitude qui est une réaction sur une shooting ability. Donc, a priori, ça peut être aux 2 phases, à votre phase de tir ou à la phase adverse, ou si vous avez un tir hors phase, comme ça peut arriver dans certains cas. Donc, l'unité qui a tiré, elle peut dépenser 1
ou 2 points, comme d'hab, et ça fait moins 1 ward. J'adore ce genre d'ability parce que c'est une ability qui est très forte dans certains match-ups et dans d'autres qui ne sert à rien, mais quand elle sert à rien, bon, on la paye pas. Voilà. Donc en vrai, moi ça me va très bien. Avoir des choses qui servent dans certains match-ups, mais qu'on ne paye pas si jamais ça n'y en a pas besoin, ça me va vraiment très bien. Donc ça montre un peu de flexibilité. Et moins 1 ward, bah, ça shift beaucoup de stats. Hein. Quand vous tirez, surtout que le OBR a reçu des archers, quand vous tirez dans quelque chose qui est une ward à 4, bah, moins 1 ward, ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Bon, une ward à 5. En vrai, c'est très, 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 très bon parce que y a des moments où ça va être juste trop bien. Et des moments où bah, juste vous en servirez pas. Donc pour l'instant, plutôt content. Ces deux cumulables avec le Endless Spell. On ne sait pas ce qu'il fait le Endless Spell, Kaivan. Plutôt content de ces deux Relentless Discipline. Avançons. Donc, Katakros, il a 10 points. Il booste le... C'est confirmé dans un article de Warco. Ok, très bien, merci. Ça marche. Bon, on va le voir du coup, hein, on va le lire. Où c'est écrit quelque part là? Alors attendez, j'oublie des trucs. Attendez. On a Impassive Retreat qui est décrit comme Allow unit to have retreated to charge. Donc on a le retreat and charge. Donc j'imagine pour les mêmes coups. C'est pas mal parce que en fait, ce genre d'ability, en général, vous en avez besoin pas sur toutes vos unités. Vous en avez besoin sur 1 ou 2 unités. Et donc, ce qu'on a perdu, c'est le fait que c'est juste des blobs de choses qui fonctionnent. Ce qu'on a gagné, c'est que on peut à la fois faire retraite and charge sur une unité et plus 3 moves sur une autre, ce qui est vraiment très très bon. Et de plus, on les fait où on veut sur la map. Donc, j'adore ce changement parce que ça rend OBR beaucoup plus ouvert sur les scénarios. Vous n'avez pas besoin de faire vos bulles. Vous n'avez pas besoin de rester en bulle autour et vous avez beaucoup plus de flexibilité. Par contre, il va y avoir des choix à faire et ça va pas être simple. Mais le fait de pouvoir d'un côté avoir un plus 3 de move et de l'autre un retreat and charge, c'est très très bon. Hein. C'est très très bon. Maintenant, oui, on peut pas tout avoir. Mais on a sacrifié de l'efficacité absolue sur une zone restreinte à de la flexibilité et du jeu sur la map entière. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça en fait une armée beaucoup plus intelligente à jouer et beaucoup plus intéressante également à jouer contre. Donc moi, je suis très content soit de le jouer comme ça, je préfère le jouer comme ça, et je préfère jouer contre comme ça. Donc pour moi, ça, c'est du gagnant-gagnant. Ensuite, on a Pitiless Assault qui ajoute 1 au wound roll en combat. Donc ça, c'est pareil. Ça, en général, vous n'aviez pas besoin d'ajouter 1 au wound roll à toutes les unités. Et Inviolate Legion qui donne une ward à 5. Bah voilà, là vous avez le même exemple. J'avais l'exemple sur la Movement Phase où vous pouviez faire l'un plus l'autre. Bah là c'est pareil. Vous allez pouvoir faire wound roll plus un wound roll à votre unité qui va attaquer en premier. Et votre unité qui se fait taper dessus, si c'est pas l'unité qui a attaqué en premier, j'imagine, eh bien, elle va pouvoir avoir une ward à 5. Donc c'est vraiment... vous gagnez beaucoup en flexibilité et les gens le négligent pas mal. Oui, ça coûte des points, donc on ne pourra pas tout faire, mais on s'adapte beaucoup mieux et on sera beaucoup plus précis sur qu'est-ce qu'on fait à quel endroit. Et on va pouvoir jouer sur toute la map. Pour moi, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant et ça change beaucoup. En fait, c'est intéressant parce que en termes de texte, les aptitudes sont vraiment similaires. Hein. En termes de jeu sur table, je pense que ça révolutionne le jeu OBR. Je pense vraiment que le jeu OBR ne se joue plus du tout pareil. C'est pas juste la ward à 5 c'est mieux, je vais prendre la ward à 5 sur toute l'armée. Voilà. Non, je vais choisir là d'avoir un plus 1 wound. Là, je vais rien faire parce que je veux garder mes points et ça sert pas à grand chose. Là, je veux vraiment ma ward à 5, donc je vais la mettre. Je trouve ça extrêmement cool. Et on garde cet ADN autour de la mort et à la fois la mort où les héros sont très importants, plus le côté très ordonné, très commandement
très discipline en fait des OBR. Donc j'aime vraiment beaucoup ce qui a été fait. Et détrompez-vous, c'est pas parce que à lire ça vous semble être identique que sur table ça va être pareil. Ça va vraiment être très 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 différent sur table. Vous allez pouvoir jouer bien différemment. Et ça c'est très cool. C'est très très cool. Avançons. Donc, Catacross, il va booster le control score de toutes les unités qui ont utilisé des Relentless Discipline Ability ce tour-ci de 3. C'est contextuel. C'est en général pas le premier truc qu'on recherche dans un War Scroll, le control score, même si c'est jamais mauvais à voir. Mais c'est pas le premier truc qu'on regarde. Donc c'est pas décevant, mais c'est un truc complémentaire. On va voir le reste. Donc, non content de booster l'OC, il peut donner Fight Twice sur une unité. Il doit dépenser un point de Relentless Discipline égal à la Health caractéristique, plus un point s'ils sont renforcés. C'est très intéressant. Donc on l'a ici, hein, la capa. Je regarde juste, ouais. Donc ça, c'est résumé les deux capas ici. Donc Catacross, il peut le faire à tous les combats de phase. Il choisit une unité qui n'est pas en combat. Si lui n'est pas en combat, il choisit une unité Aubert Holy Within 12 et l'unité peut taper 2 fois. Ça peut être très très bon, mais ça coûte très très cher. Donc tout le jeu autour de prendre Catacross va se résumer à est-ce que j'ai besoin de faire une double active ou pas dans le gameplay OBR? Et là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse pour vous. Catacross, par exemple, si vous voulez double active des Morgas, ça vous coûtait 7 sur les 10 points. Ça veut dire qu'à côté, vous faites pas grand-chose. Est-ce que c'est meilleur que tout le reste? Pas sûr. C'est vraiment dur à dire. En fait, il est possible que cette ability elle soit clutch à un moment. Mais ça semble un petit peu cher. Ça va dépendre des points de Catacross qu'on a, pour le coup. Et ça dépend du reste de ces capas qu'on n'a pas. À côté de ça, il a You Dare. Donc, une fois par bataille, au début de n'importe quel tour, il peut utiliser cette ability si la moitié des unités de la Starting Army ont été détruits. Donc, c'est un peu chiant. Parce que les unités Aubert n'ont pas tendance à mourir si vite. Il va souvent vous rester 1 ou 2 modèles dans l'unité. Donc ça va être très compliqué vraiment d'utiliser cette capa, sauf si vous faites vraiment éclater. Et si vous faites éclater, ça vous donne pour le Battle Round plus 5 attaques. Ok. Sur votre attaque de lance, bon, si elle a gardé les mêmes caracs, ça fait mal. Et plus 3 attaques sur l'attaque de bouclier. Et tu peux pas utiliser le Fight Twice. C'est pas très grave de pas pouvoir utiliser le Fight Twice parce que autour vous le setupez, vous en aurez probablement pas besoin. Le buff de dégâts est réel. 5 attaques a priori dégâts 3 et 3 attaques a priori dégâts 2. Ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pas non plus... ça peut être game breaking. Vous gagnez, grosso modo, vous gagnez un Eltarion en stat. Si je dois résumer, je résume ça très vite fait, mais vous gagnez un Eltarion sur un tour en stat. C'est pas mauvais, mais ça peut whiff. Moi, Eltarion, j'ai déjà vu quasiment ne pas tuer un drone. Donc, mais ça vous coûte pas grand-chose. Ça vous coûte un once per battle, bon, vous le faites, voilà, il se passe des trucs où il se passe rien, bon, c'est la vie. Mais le problème, c'est qu'il vous faut la moitié de vos unités qui soient mortes. Donc, OBR, si ça se joue avec 7, 8, allez, 9 unités au max, je sais plus à quel point les points ont baissé, mais il y a un monde où vous avez 9 unités. 9 unités, ça vous donne 5 unités mortes, quoi. Ou pour 8, ça vous donne 4 unités mortes. Après, si vous jouez des petites unités, ça peut arriver. En vrai, peut-être. Peut-être. À voir le reste de ces capas. À voir le reste de ces capas. C'est intéressant. Et s'il a plus en plus d'un save, en tout cas, il va être beaucoup plus boudé. Et heureusement, j'en ai marre de le voir sur table. Il y a tellement beaucoup de trucs cool à mettre. Voilà, donc grosso modo, très 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 content du changement.
Je pense vraiment que ça va être joué très différemment sur table. Et on va voir ce que nous disent le reste des articles. On avance sur un article a priori sur les chariots, enfin sur les nouvelles sorties en fait. Donc on commence par regarder les Triax. Triax, ce sont les archers à 3 yeux qui sont très classe et qui ont du coup les règles suivantes. Ils ont 2 tirs chacun en 3-4-1-1, c'est très standard. C'est très très standard. Lorsqu'ils sont à côté d'une unité... Comment ils mettent... Attendez. Si ils shootent tout sur une seule unité, ils peuvent mettre un brasier à côté et l'unité ne peut pas... et l'unité ne peut pas se soigner ou retourner des modèles. À la place, il enlève un brasier. Sachant qu'une unité a combien de brasiers? Une unité de 20, on a 4. J'imagine que tu peux en mettre un par shoot. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux commencer à les stacker. Si vraiment t'es emmerdé, tu peux les stacker. Et c'est chiant. Hein. Oh, le dream, c'est Croak. Hein. Croak, tu mets un brasier, là, allez hop, ça dégage. Bref, c'est ce genre d'ability. Des fois, c'est contextuel. Bon, tu mets aussi moins 3 dossiers, c'est pas la meilleure partie de l'ability, mais bref. Des fois, c'est contextuel, des fois, c'est super fort. Donc vraiment, c'est pas à négliger. C'est vraiment pas à négliger. Donc, c'est un profil standard, mais en range 18, c'est vraiment pas mauvais. Hein. C'est vraiment un profil pas mauvais du tout. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le profil est bon. Ça coûte 140 points. Comme on va le voir un peu plus tard. C'est vraiment, vraiment pas mauvais. Les Triax, je ne serais pas en surpris d'en voir dans quasi toutes les listes. Hein. En plus, avoir un peu de tir, c'est toujours bien. Il ne faut pas avoir trop de tir, mais avoir un peu de tir, c'est jamais mauvais. Hein. Ensuite, donc là, ils chopent des chariots. Les Lige Chaos War Chariot, ils ont Masterful Charioter. Je sais pas ce que c'est. On va voir ce qu'ils disent. Able to undertake swift defensive maneuver that make them even harder to hit. Donc ils ont une ward à 5, ok. By following their command up to 2, also granted the ward. Donc il a une ward à 5, il donne une ward à 5 à 2 chariots, ok. C'est jamais mauvais. Et ça vous permet de pas avoir besoin de dépenser des points pour eux pour leur donner une ward. Donc c'est pas mal. Grind them to dust. Ils font un piling move en mouvement de phase et ils font des mortals. Ah bon, là. Donc, once per turn, any movement de phase. 6 unités en combat. Faire un piling move et mettre des 3. Ok, c'est mignon. Ça peut permettre d'engager des targets qui n'étaient pas engagés, de bloquer l'adversaire. Ça permet de faire des trucs. C'est du jeu, c'est jamais mauvais d'avoir du jeu, surtout en mouvement de phase adverse. Ça veut dire que l'adversaire va devoir respecter une bulle de 6 autour de ce modèle s'il est engagé. C'est jamais mauvais. C'est vraiment toujours très bon. On commence à avoir du contrôle, j'ai l'impression, en OBR, tant avec les archers qu'avec le Lich Cavalos, ça me fait extrêmement plaisir. Ça devient moins une armée de gros bourrins, et ça, c'est très très cool. Ensuite, les War Chariots, ils ont Sighting Assault, qui est juste ici, on va le lire directement sur la fiche. Si l'unité a chargé ce tour, choisissez une unité ennemie en combat, on met D3 et on peut remove the battlefield stage again within 1. Mais c'est une core fight. Donc à la place de se battre, on peut se téléporter plus ou moins en faisant un petit peu de dégâts. C'est pas forcément exceptionnel, mais une fois de temps en temps, ça sera bien. Ça va dépendre beaucoup du prix des chars et du reste de leur capa. Les chars, ils sont à 170, c'est cher, 170. On faudra voir le reste. Unleash Pining Attack with a Javelin represented not by open profile ability. Sur un roll de 3, ils font 1 damage mortel et ils enlèvent les pilings. Ça, c'est déjà plus intéressant. C'est dommage que ce soit un 3. J'aime pas les 3 plus en combat de phase. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est mieux que les 2 plus.
Ok. Maintenant, on va parler des Mortis Reaper qui sont parmi les filles que j'ai préférées. Et donc, eux, ils ont les deux capas là. Donc, Any Movement Phase une fois par tour, ça c'est très bien. S'il n'y a pas d'ennemis à 6, je choisis un terrain à 3 pouces de l'unité. 3 pouces d'une unité de 6, ça peut être très grand comme zone. Hein, parce qu'une unité de 6, elle peut se déployer en long. Et donc, il faut juste qu'il y ait un modèle à 3 pouces d'un terrain. Donc, ça peut être très, très grand. Vous pouvez enlever cette unité du battlefield et la setup au usine 3 de la target, donc du terrain, et à plus de 9 des ennemis. C'est vraiment, vraiment pas mauvais. C'est Any Movement Phase, donc ça se fait à la phase adverse aussi. Et ça veut aussi dire que si vous utilisez cette unité comme screen, sur un redeploy de 3, vous sortez des 6 d'une unité et vous pouvez utiliser votre kappa. Alors certes, vous ne devez pas tout le temps faire un 3, mais l'adversaire, il faut qu'il joue avec. Parce que sur un 3, vous allez juste vous barrer et il va être comme un con. En addition, à la fin de chaque tour, vous choisissez une unité ennemie en combat avec cette unité. Vous lancez un D3 pour chaque target. Ah oui, parce que sur toute l'unité, vous faites autant de mortals. C'est jamais mauvais. Hein. Honnêtement, des mortals en fin de phase sur toutes les unités en combat, c'est pas mauvais. Après, je sais pas à quel point cette unité sera tanky. Mais bon, on prend. Et l'unité peut bouger de 6 et ne peut pas finir en combat. Ben ça peut vous permettre de setup des choses. Après, comme vous vous TP pas avec le tight, c'est pas identique, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mauvais du tout. Très intéressant. Très, très intéressant. Ensuite, le Lich Mortek. Donc, grosso modo, quand il s'active, il va pouvoir choisir une unité de Mortek, de Triax ou de Crawler qui n'a pas encore attaqué et qui est au lead 12. Et elle peut utiliser une Fight Ability. Elle peut utiliser une Shoot ou une Fight Ability. Et elle a +1 to hit. Et les range weapons dans le shooting combat. Ben ça, honnêtement, avec un pavé de 20 Triax, défensivement, c'est vraiment pas mal. Mais il va falloir que votre Lich Mortek survive à une active adverse. Ou l'adversaire peut essayer de jouer autour en ne chargeant pas le Lich Mortek et du coup il est pas en combat, il peut pas fight. Ce qui va vous forcer à faire une contre-charge. Mais si vous faites une contre-charge avec lui, vous risquez de vous en prendre plein le museau. Il y a du jeu. Va falloir jouer. Les deux adversaires vont devoir jouer autour. C'est très intéressant. La kappa est très intéressante. Donc il y a du jeu. C'est intéressant. Mais vous, ça veut aussi dire que vous activez en premier lui pour pouvoir tirer. Ou en deuxième, et il faut vraiment pas qu'il soit mort parce que du coup, vous aurez pris 2 actives. En offensif, c'est plus difficile parce qu'il faut que vos archers soient au lead 12. Donc il faut vraiment que l'adversaire soit juste devant vous, quoi. Pas simple, mais c'est intéressant. La kappa est bonne, la kappa est même très bonne, surtout le plus un tweet gratos, merci. Hein. La kappa est très bonne, mais à quel point elle est facile à setup, ça va vraiment être un jeu de skill entre vous et l'adversaire, et c'est ce qu'on préfère. T'as les cordons devant. À voir. Hein. À voir, je sais pas encore comment on va builder en Aubert, mais il y a plein de configs possibles. Hein. Il y a aussi juste, si tu te fais charger, soit il focus sur le Lich Mortek, soit il tape dans tes archers, ça donne shooting combat. Donc si jamais il peut pas juste t'envoyer, tu peux aussi t'en servir juste pour défendre un pack d'archers contre un peu de la merde. Genre, il peut pas t'envoyer une unité de merde et te taguer tes archers, sinon tu contre-charges avec ton Lich Mortek, et là tu peux tirer en combat et tu vas lui laver l'unité, quoi. Donc ça peut servir aussi dans ce genre de cas, ça peut servir à plein de moments. C'est intéressant, c'est très intéressant parce que ça pose beaucoup de questions à l'adversaire et à vous-même. Donc moi ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment beaucoup de choix. Et le choix, on aime ça. Et de pouvoir exprimer son talent sur table. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Très, très cool, le Lich Mortek. Vraiment très, très cool. Eux, ils sont très, très cool. Les chariots, peut-être un peu décevants. À voir. Le Lich Cavallo, ça a l'air pas mal. Les Triax sont très bons.
En vrai, quasiment sans faute. Juste, j'ai un peu de doute sur le War Chariot à voir. Ils sont peut-être un peu chers, ils descendront. C'est très dur de vendre des chariots à 170. Hein. Le chariot Stormcast, il est très bon et je crois qu'il est à 120, il n'est pas à jouer. Après, les Stormcast, ils jouent pas le Prime à 270 points, ce qui est, à mes yeux, est une hérésie. Hein. Tu mets le Célestin Prime en régiment de renom 270, t'as plus de la moitié des armées du roster qui le prennent. Hein. Et juste les Stormcast, ils sont non, on va jouer des grands marteaux. C'est trop difficile de jouer, on va pop à 9 et puis lancer plein de charges. Mais ouais, du coup, très très cool, hein. Très très cool ce qui a été fait. Ça va être difficile de voir comment tout va se goupiller ensemble, mais je pense qu'il y a du skill d'expression sur table. Là où l'ancien OBR en avait très peu. Il en avait, mais il n'en avait pas beaucoup. Là, vraiment, c'est très très intéressant. Vous avez beaucoup de choix. Allez, on regarde le 3e article qui est sorti aujourd'hui. How to play OCR Bon Repair with Anthony, AOS Coach, qui bosse beaucoup avec Games. Ça fait plaisir. C'est vraiment un gars qui est super cool et qui est passionné du jeu. Donc, ça fait très 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 plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il dit, notre bon coach ? Blablabla, 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 ça on s'en fout. Ensuite, il parle de la discipline, tout ça on en a parlé. Donc use Immortal Elite, donc ça c'est la capa pour générer les points. Tu dois t'en servir, donc pas de gotcha là-dessus, les deux joueurs doivent s'en rappeler. S'il y a un héros Bone Reaper sur Battlefield, tu choisis tu choisis un héros sur Battlefield pour être la target et tu gagnes un nombre de points de Relentless Discipline Point égal au nombre de la target. À la fin du battle round, tu les perds. Très bien. Beaucoup de mots pour expliquer ça, mais voilà, on sait tous comment ça marche. Lich Mortek en a 3, Arcane le Arcane en a 3, Lich Mortek 5, Catacross 10. Et voilà. Ensuite, tous les héros, ils ont des Relentless Discipline Number, blablabla. Et ce qu'on nous dit, c'est que du coup, on va vouloir inclure un commandant, donc parmi ces trois-là, qui a priori donne le plus de RDP, là où les sorciers en donnent moins. Ce que j'aime bien parce que c'est un équilibrage qui est très difficile à faire dans les autres Battletomes. Et là, pour le coup, on le fait vraiment bien, puisque on a d'un côté des Relentless Discipline Point et d'un autre côté les sorts, etc., qui en général sont très bons. Donc en prendre plus de 1 ne sert à rien sauf si tu le perds. Voilà. Ce qui est intéressant quand même. On a un trait de co qui permet de choisir un friendly hero qui a été détruit. Donc il y a un monde où juste tu prends un héros, tu prends le trait de co et au pire s'il meurt, t'en fous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, Relentless Discipline. Donc les abilities, je crois qu'on a quasiment parlé de tout. Roman ça se marche, on a parlé d'une passive retreat aussi. Tous ces 5 là on en a parlé. Donc ça c'est intéressant. On a déjà parlé de tout ça, on va peut-être pas tout redire. Alors par contre, il parle ici de Restless Legion. C'est une battle formation qui donne des crits de 8 pour le tour, c'est une unité à charger et roll un 3+. Intéressant. C'est pas très grave que ça soit... Enfin, grosso modo, il y a beaucoup de 3+, qui sont en combat de phase où c'est très chiant parce que ça change vraiment l'outcome du fight. Là, crit de hit, c'est équivalent à un +1 touche. C'est nice to have, mais ça va pas vous faire perdre une game si vous ne l'avez pas. Donc c'est pas très grave, c'est juste un peu dommage que la battle formation soit dépendante d'un 3+, mais vous allez l'avoir souvent, donc why not? Why not? Ensuite, est-ce qu'on a de la nouveauté là-dedans? Blablabla. Bondage Shrieker to deny. Ok, donc on a là l'info que le Bondage Shrieker baisse encore la ward de 1. Ça, c'est cool. C'est vraiment un spell qui est excellent. Il va continuer de l'être. Tout ça, on a déjà vu. Donc les Morghast, Archaea et Harbinger, ils ont déjà 2+, ils wound déjà à 2. Donc ils compensent le -1 wound, mais aussi juste vous gardez vos points en fait. C'est ça qui est bien. En fait, grosso modo, le fait de mettre des points comme ça vous permet d'être efficace là où vous en avez besoin. Là où, par exemple, le +1 wound servait à rien sur les Morghast,
Et du coup, bah, t'es en mode, bon, bah, je vais mettre en anti, je sais plus si c'était anti-shard ou. Non, je vais mettre en ward à 5. Voilà, on réfléchit pas. Là, au moins, vous réfléchissez où vous mettez vos points. J'aime bien. Ensuite, il parle des new construct. Donc, on a la description de la capa qu'on a eu juste avant. Enfin, on a l'écriture de la capa. Donc, ici, il est en combat et qu'il a chargé. On choisit lui et il a une ward à 5. Donc, ça, c'est pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dépenser la ward à 5 pour lui. Donc, tout ça, c'est vous allez pouvoir composer un peu votre roster avec des unités qui vont avoir besoin de certains RDP et d'autres non. Et du coup, vous allez équilibrer un peu votre ressource en composant votre roster. Les Morgas n'auront quasiment jamais besoin de plus d'un toon. Et s'ils en ont vraiment besoin sur un match, bah vous l'avez. Lui, il n'a pas besoin d'une ward à 5 parce qu'il l'a déjà. Mais si jamais vous faites charger, vous en avez absolument besoin, vous l'avez. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Merci beaucoup Tassadar pour le tier 1. 19 mois déjà. Merci beaucoup Borgil pour les 11 mois de tier 1. Merci infiniment. Donc, Anichika sur un chariot, il est face durable, ok. Ouais, tu veux deux hors chariot pour Master Full Charioture. Je suis pas sûr que ça soit une bonne justification pour 340 points de chariot, mais bon, on verra. Ça, on a déjà vu. Tout ça, on a déjà parlé. Luigi Mortec, c'est une bonne support piece, ouais. Bon, tout ça, on a déjà parlé. Hein. Donc, un Cavalry War Chariot, c'est 10 PV, ça va 3, 10 de move. Ability to deal mortal on the charge, c'est littéralement un Chariot Stormcast. Hein. Attendez. Parce que grosso modo, il m'a l'air très très cher pour faire juste ce que fait un Chariot Stormcast. J'ai vérifié, mais il me semble que le Chariot Stormcastu, il fait exactement ça. Hein. Bah c'est 10 PV et CEVA 3, très bien. Bon, il n'a pas de ward, le Chariot Stormcast, là où lui il a une ward, ok, très bien. Il fait des mortales en charge, le Chariot Stormcast, un peu comme lui. Et le Chariot Stormcast, s'il n'est pas joué, il vaut 120 points. Ouais. Et ben, j'espère qu'il a des stats de baiser parce que 50 points, c'est cher. 50 points de delta, c'est cher. Ah, c'est vrai qu'il a l'anti-Pylene, mais bon, est-ce que c'est si bien? À voir. Il parle des mortels avec Triax. High volume of shooting, oui, on l'a vu. Ils ont les bases pour tout ça, on a déjà parlé. Hein. Les Reapers, ils ont la mobilité, on a déjà parlé. On a déjà parlé de tout ça. Le Bone Shaper, ça, on n'a pas parlé. Il a un commande. Si l'unité n'est pas en combat, ok, intéressant. Il peut choisir des Mortal Guard ou des Triax qui ont été détruits et il peut les ramener. C'est très bien. C'est très très cool. À voir à quel point on a tendance à perdre des Mortal Guard ou des Triax tôt. Parce que l'efficacité de ce genre de kappa dépend de à quelle vitesse vous perdez vos unités. Si vous les perdez tour 4, la kappa est très peu efficace. Donc ça dépend vraiment de ça. À voir. Tout ça, on a lu. Le Bone-Tight Nexus will suddenly found setting up in a bubble of the terrain that grows each battle round to a massive 20. Très intelligent. Le terrain, il empêche les setups. 21, c'est giga grand. Bon, c'est que T5, hein, mais... 21, c'est giga grand. Et ça peut baiser beaucoup de... Il y a beaucoup d'armées qui n'aiment pas du tout ça. Hein. Votre problème majeur, ça va être de poser votre terrain. Il y a trop de scénarios où le terrain ne rentre pas. Mais en vrai, c'est vraiment pas mauvais dans beaucoup de match-up. Hein. Dans SBG, c'est bon. Dans Caradron, c'est très bon. Dans Zench, c'est très bon. Dans Stormcast, c'est très bon. C'est bon dans beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que vous n'allez jamais réussir à le setup, votre terrain. Dans Skaven, c'est très bon.
Non, la petite ville est très cool. Et en fait, c'est marrant parce qu'avant, le défaut du terrain, c'est qu'on pouvait FEP et le charger et qu'il était énorme. Maintenant, ils ont transformé le défaut en avantage, ce qui est vraiment très cool. Maintenant, encore une fois, placer le merdier sur table, waouh, ça va être complexe. Mais du coup, vous allez ramener votre terrain en tournoi parce que si vous avez une opportunité de le placer, je peux vous dire que vous allez le mettre. Il n'y a aucune raison de ne pas le mettre. C'est très, 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 très fort. Hein. Ouais, il est trop gros, mais bon, là, on peut pas grand-chose. Hein. C'est une figurine. Hein. Ils peuvent pas dire on enlève un étage, quoi. Mais la capa est très très bonne, donc si vous arrivez à le placer, vous allez le placer. Faudrait que je fasse un test. Je ferais peut-être un test de voir sur quelle map on peut le placer, sur quelle map on ne peut pas le placer. Je fais un test sur TTS pour voir. Après, ça change en fonction des terrains, mais... En rétro, on pouvait enlever des cartes. Ouais, bah là, tu peux pas, hein, mais... Enfin, je sais pas. Bah, le problème d'enlever des corps, de passer ton terrain à la place d'un décor, c'est que ça peut vraiment baiser des layouts. Hein. Moi, je suis pas très fan de ça. Je suis pas très fan de ça, je trouve ça beaucoup trop fort. Mais faut faire quelque chose, parce qu'effectivement, le terrain OBR, merci. Hein. Mais en tout cas, vraiment, la capa est trop trop cool. Je suis très très fan. Et du coup, bah, vous allez amener votre décor et vous allez essayer de le mettre. On verra s'il rentre. Mais c'est à peu près tout. Très cool, très très cool. Vraiment, moi, l'armée me hype. Hein. Si j'avais pas Luminette, je jouerais OBR. Hein. C'est juste que là, j'ai trop envie de jouer Luminette, mais... D'ailleurs, je ferai peut-être une partie en OBR, en stream quand même. Histoire de montrer un petit peu, quoi. Mais vraiment, l'armée me hype pas mal. Hein. On va regarder un petit peu les points. Xanthos plus 30, Arcane plus... Putain, Arcane plus 50. J'espère qu'il a bien été buff. Catacross moins 20, il faudra voir son War Scroll. Lich Chaos plus 20, on peut pas savoir. Lich Chaos sur War Chariot 230, on peut pas savoir. Lich Vortex 120, ça c'est cool, c'est pas trop cher. Mais vu qu'il a une capa qui a l'air d'être forte, on risque de le voir. Bone Shaper plus 40, alors sa capa est forte, mais à quel point est-ce qu'elle est forte, quoi. Très dur à dire. Ossifector 110, ok. Soulmason 150, si ça reste un Wizard 2, 150 c'est vraiment cadeau. On va voir. Soul Reaper plus 40. Ouais, c'est Cheros, mais bon. On sait pas ce qu'il fait. Nagash moins 20, ok. Morgan 140, bon, ça bouge pas. Godizar plus 60, je sais pas ce qu'il fait, mais ça a intérêt à envoyer. Mortis Guard à 170, ok, à voir. Death Rider qui prennent moins 50. On va voir. Hein. Mais ça prédit un gros changement. Et War Chariot à 70, on a dit, vraiment ça a l'air cher. Les arcaïs et les armigers qui ne bougent pas, ils blessent toujours à 2, donc il y a un monde où ils n'ont pas trop changé. Crawler 250 ça bouge pas, Mortegar à 110 ça bouge pas, tout ça peut-être pas changer, dur à dire. Les Reapers à 90 ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est une unité que je veux voir et du coup 90 c'est plus facile à rentrer. T-Rex à 140, on va en voir c'est sûr à ce prix là. Les Stalkers à 140 c'est pas cher, à voir s'ils ont perdu ou pas. Terratic qui prennent moins 50. Moi, mon guess, c'est qu'ils perdent leurs 2 PV tête. À voir ce qu'ils font. Et le Scourge Vortex qui ne bouge pas, mais qui prennent quand même moins 10 pour le plaisir. Et après, on n'a plus rien qui prend des points. Ok. Intéressant. Très intéressant. Très très hâte de voir les reveals de samedi. Et comme ça, on en reparlera quand on fera l'analyse complète du bouquin. On va du coup ensuite parler un petit peu de la méta et des tournois. On va parler du Realm Shift 3. Ensuite, on parlera du Threshold Tactic Invitational. Ensuite, on parlera de la L3 Sud-Ouest ainsi que de la L2 SE PACA. Et on démarre avec le Realm Shift 3 qui s'est déroulé en Angleterre avec... Du coup, je pense pas que ça joue avec le nouveau LRL et le nouveau Zench. On va vérifier la liste Zench ici. Non, c'est l'ancien. Hop.
Mais on va quand même regarder. Et le threshold tactique joué avec, je crois, en tout cas le nouveau Zench. Et je sais pas s'il joue avec le nouveau Lumi. Est-ce qu'il y a du Lumi quelque part? Il y a un Lumi ici qui n'a pas performé. Est-ce que c'était l'ancien ou le nouveau? C'était le nouveau. Et a priori, il s'en est pas sorti. Bon, on regardera ça juste après. Lumi qui fait 0,4, c'est waouh. Alors qu'à côté de ça, on a un Zench qui fait 5-0. Bon, c'est pas les mêmes joueurs, mais style intéressant. Allez. Brandon Eaton en Skaven qui gagne le tournoi. On va voir un petit peu la liste. Oh, il y a beaucoup de... ça a l'air différent. On a la cloche, la Furnace, Vermin King, Verminland Deceiver, Deathmaster, 3 packs de Plague Monk, c'est... Ok. Je sais pas trop quoi penser de cette liste. Je suis pas assez joueur Skaven pour le savoir. Moi, ça n'est pas une liste qui me fait giga peur, mais preuve est-il qu'on peut se tromper puisqu'il fait son 5-0. Hein. Très, très, très intéressant. Hein. Très, très, très intéressant. Mais je sais pas trop quoi dire sur la liste. Ça doit être un gameplay très particulier. Il joue Intercept Master, ce qui est logique. Hein. Quand vous avez une liste un peu exotique comme ça, de toute façon, Scout, c'est pas possible. Attune, c'est s'auto-suicider de ressources. Ouais. Pour moi, les tactiques étaient bonnes. Par contre, je serais très curieux de voir comment il joue la liste, parce que c'est très particulier. Blade of Corn. En one drop, avec double Mighty Skull Crusher, double Buveur et des Blood Crusher. Waouh! C'est quelque chose, hein? Alors, les Skull Crushers, c'est chiant à tuer, hein, mais j'avais pas forcément l'impression que c'était si bon que ça. Surtout qu'il y a peu d'unités, donc la dim, ça va être compliqué, sauf si t'en fais en face, mais t'as pas non plus tant de dégâts que ça. T'as du dégât, mais t'as pas non plus, voilà, c'est pas fou non plus. Ouais, un peu compliqué, hein, je trouve. Je suis pas très fan de la liste. Après, peut-être que le tournoi, j'ai pris un tournoi avec pas mal de joueurs, mais je ne sais pas à quel point le tournoi était compétitif. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas où c'est. Ce serait intéressant de voir où ça se trouve. C'est dans le sud. Je connais pas trop la communauté à cet endroit-là. Il est possible que la communauté UK de cette zone ne soit beaucoup moins compétitive. Moi, je connais un peu la communauté qui tourne un peu au nord là, dans tout ce qui est Manchester, Birmingham, enfin ces villes-là. Je sais pas à quel point c'est compétitif ici. Bref. On a un Sanesh en 3e. Shalaxi, Blizzbarb, Sleekblade Seeker, Keeper, Fins, Sangard Fin Blood, ok. Il y a peu de choses, hein. Il y a vraiment peu de choses. C'est intéressant. C'est très glace canoni. Il n'y a pas trop de filets de sécurité. Pas trop ma cam. Bon, on va avancer. Le tournoi, je ne sais pas à quel point le tournoi était à mon niveau, mais en tout cas, bravo à tous les joueurs. Bravo à tous les joueurs. Je ne sais pas trop le niveau, mais ça me semble... en tout cas, je ne comprends pas les listes gagnantes. Soit je suis complètement délu, soit c'était d'un niveau un peu plus faible. Dur à savoir. On va regarder le threshold tactique. On a quand même quelques noms, hein, puisqu'on a Casper, le champion du monde 2024. On a Hugo Ricken, qui est un gros joueur hollandais. Et on a pas mal, une tripotée de bons joueurs en général. Dans l'invitational de Tom, on a des joueurs de qualité, un peu mixés, avec des joueurs Pays-Bas de un peu tous les niveaux et des joueurs de qualité qui viennent en invité.
À noter que la particularité, c'est qu'ils ont joué le nouveau BT Zench et le nouveau BT LRL. Donc on va la regarder tout de suite, la liste LRL qui a surperformé. Liste LRL qui est ici. Alors, il joue Teclis, 2 packs renforcés de Stoneguard, Riverblade, Eltarion, un Winmage, un Spirit of the Wind, il joue en War of Duality, un Shrine Minor, en Lore of Ish, les Twilight Sorceries, en Master Restless. Bon, le build, à mon avis, déjà, il est vraiment pas très bon. Les Stoneguard, ils ont envie de jouer Ils ont envie de jouer en full... en montagne, en tout cas, au moins en 2 runes de montagne. Là où l'Esprit du Vent n'a pas tant besoin que ça, mais il aimerait bien quand même jouer un peu plus en vent. Teclis, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la liste, parce que Teclis, je le trouve cher. Il est bon, hein, et il vaut peut-être ses 640 points, mais il prend tellement de place dans une liste. Eltarion, il est quasi auto-include, donc je peux comprendre qu'il soit là, c'est pas un problème. Everblade, c'est pas un problème. Je conteste plus le choix de pas choisir quelque chose, justement. Pour moi, les Stoneguard vont pas bien avec Teclis. Et pareil, là, il y a un peu de tout. Et en fait, tu peux jouer beaucoup de choses en combiné, mais tu as quand même quelques unités, notamment les Stoneguard et les Spirit of the Wind, qui ont quand même envie. Le Spirit of the Wind, en vrai, c'est pas si grave que ça. En vrai, ça va. Il peut jouer quasi en montagne, mais c'est un peu triste de jouer Teclis pour jouer double montagne. Donc, bon. C'est et aussi pas jouer les manifestations de Luminette alors que je les trouve exceptionnelles. C'est un peu troll. Bon. Je pense que la liste n'était pas incroyable, mais bon. Après, moi je trouve que Teclis est cher. Je trouve que Teclis est très cher. Pour un truc qui se fait one-tap par tout le tiers du jeu, c'est cher. Allez, on va regarder les listes qui ont gagné. Après l'interlude Luminette, on va regarder Ugoriken, Non-Disciple of Zinch. Avec quoi est-ce qu'il gagne ? Il gagne avec Mutant and Mad Things. Donc on en avait parlé avec Adrien lundi. C'est aussi sa sous-faction préférée. C'est la sous-faction qui permet de replacer une unité sur table en phase de mouvement de mémoire. Restless Intercept, c'est les tactiques les plus faciles, notamment quand on commence avec une faction. Donc autant prendre ça et on verra ensuite si on joue autre chose. Il joue en Lord of Change, qui est le choix préféré dont on avait parlé lundi, donc pourquoi pas. Il joue Kéros, un Chaos Spawn, un seul Chaos Spawn, c'est peut-être potentiellement un peu léger, mais en tout cas, il fallait qu'il goupille ça à 2000 points. Il joue 6 disques, un Curseling, un Magister, 20 Zangor et 3 Skyfire. C'est vraiment pas l'armée, c'est vraiment pas la liste la plus tech, hein. C'est vraiment, on réfléchit pas trop, on met 2 packs de 20 Zangor, un pack de disques, on met Kéros parce qu'il est bon, le Cursing parce qu'il est bon, et après il reste plus vraiment beaucoup de points. Est-ce que c'est ce qui est le plus efficace ? Je sais pas, mais c'est efficace, c'est sûr. Le Magister, il est là pour donner, je sais plus s'il donne crit mortal plus une attaque, mais je crois crit mortal sur les Zangor pour un CP de mémoire. Donc c'est une liste qui se goupille bien tant que le Magister ne meurt pas, sachant que il avait Devolving Aura et Charictom. Devolving Aura, je sais plus que c'est lequel, mais voilà. Salut Barax, merci beaucoup pour les 23 mois. Bientôt 2 ans, Barax, merci. J'ai une attaque s'il a 6 fate points. C'est pas sur disque qu'il y a ça ? Ah oui, c'est sur disque, j'ai mal lu. Je trouve que c'est un peu troll. Le plus d'une attaque, c'est fort, hein. Mais le crit mortel, je trouve que c'est un peu troll, en vrai. Parce que les fate points, tu les atteins pas forcément si vite que ça. C'est pas si simple, et ça veut dire que tu ne les utilises pas. Je crois que je préfère le crit mortel, en vrai. Mais bon. En tout cas, il a gagné. Bravo à lui. La liste, bon, elle est bonne, hein, il n'y a pas trop de débat, mais est-ce qu'elle est opti au max ? Pas sûr.
En deuxième, on a un OBR qui va du coup pouvoir changer d'armée. On va regarder Viteuf, Catacross, Soul-Reaper, Seastalker, 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 voilà. Voilà la méta OBR pré-Battletome. Je suis extrêmement heureux que le Battletome arrive. On va pas s'attarder. La liste, on la connaît par cœur. Dur d'accumuler Fate Point. Ouais, bah, passer à 6, moi, ça me semble un peu un gamble. Je préfère le Crit Portal, je pense. Hein. Bref. En Sylvanette, nous avons donc à l'Ariel des Revenant Seekers, un Durtu, une Drisha. Évidemment, les Revenant Seekers sont les revenants de Scourge. Excusez-moi. Beltano, c'est une branche Wish. Très classique, hein, rien à dire. C'est ultra classique et on a très très hâte également que le bouquin Sylvanette vienne mettre un coup de pied dans la méta Sylvanette. Très très hâte. Sérafon. Qu'est-ce que ça joue en Sérafon? Ça joue Attune Master. Intéressant le choix Attune en single. Slan, Basti, Sunblood, Croxy, Saurus. Donc spam, un peu spam Saurus, avec un gros pack de Croxy pour taper. Et c'est à peu près tout. C'est un peu un DPS check. Le Slan ramène des trucs. C'est probablement pas mauvais sur table et pas très intéressant à jouer à mes yeux. Allez, on regarde la liste de Casper. Ensuite, on passe aux ligues. Casper en Blood of Corn, il a décidé de ramener un mix de Blood Warrior et il a ramené 60 Bloodletter. Ah ouais, mais c'est ça, hein, il manque 20 Bloodletter. Hein. Yorion, c'est 80 qu'il en joue. Hein. Désolé, Casper. Hein. C'est quasi la liste de Yorion d'ailleurs. Hein. Modulo le fait qu'il a des Bloodletter à la place, Yorion, c'est quasi ça. Hein. Bon, on voit de toute façon que les Liscorns sont centrés autour des Blood Warriors ou des Bloodletter, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est comme ça, quoi. On espère que ça va se faire patched un peu. Master Restless, ok, bon. Pas trop de débat là-dessus. Allez. On va passer à L3 Sud-Ouest. On va regarder. Alors, on ne regardera pas toutes les listes, on va regarder les listes de l'équipe gagnante, hein, parce que sinon, on va y passer des heures. On a Grabuge qui a gagné sans trop de problèmes, puisque leur match contre les deuxièmes, ils l'ont gagné quand même de 50 points. Donc, c'était pas trop close. C'était pas non plus trop éloigné. Hein. Les deux maniaques sont vraiment pas loin derrière. Hein. Ils sont vraiment pas si loin que ça derrière. Donc, bravo aux deux équipes. Grabuge, qui je sais pas si s'il monte auto ou s'il y a une autre poule ou je ne sais quoi, mais bravo à eux. On va aller voir un petit peu le roster. Je vais trop vite. Chez Grabuge, nous avons donc Arthur Fernandez, Nouailan, pardon pour si j'ai écorché ton nom, excuse-moi. Hugo Valette, Loris Axetura, Luis Cervera et Philippe Fay. Avec Slanesh, Fake, Nurgle, STD, Stormcast et Korn. Allons voir un petit peu les listes. En Slanesh, on jouait Intercept Restless, ok, avec une Crown Spine. Dès que c'est ça, 5 Seekers, Keeper of Secret, 20 Blizzbarb, 20 Démonettes, et le régiment de renom du Warstomper. Intéressant. Après, c'est de la L3, donc ça fait plaisir qu'il y ait d'autres choses de jouer. J'ai pas envie de commencer à critiquer l'optimisation des listes parce que de 1, je suis très loin d'être un expert Slanesh, et de 2, je trouve que critiquer un peu trop les listes différentes, ça n'a jamais aidé personne et ça a uniformisé la méta, ce que j'ai pas spécialement envie de faire. Donc c'est intéressant, il y a du jeu, les 20 archers sont toujours les bienvenus. Les démonettes, c'est pas mauvais. Faut juste faire gaffe à pas les perdre. Donc il y a plein de choses à faire dans cette liste. Moi j'aime bien. En fake, nous avons Ushoran, des Ghouls, des Morbeg Knight, un Royal Zombie Dragon, un Cardinal, un pack de Cryptguard, un Royal Decapitator, pardon, et un High Falconeer Felgreen.
On joue en Royal Hunt. Donc on va jouer sur les pile-in de fin de tour des ghouls et des Crypt Guard. Et il joue en Restless Scout. Ok. On a échoué un plus Royal Zombie Dragon. C'est un très bon combo. C'est un peu bizarre de ne pas avoir mis des traits sur le Royal Zombie Dragon. Mais bon, c'est pas le drame. L'armée est pas mal. Je suis toujours un petit peu triste quand il n'y a aucun écran. Là, on a vraiment que des gros pavés. J'aurais peut-être préféré que ce pack de ghouls soit splitté en deux, mais bon, ça se joue a priori. Hein. Bravo à eux, en tout cas. On continue sur Nurgle. Rotigus Poxbringer. Ouh, intéressant. J'aurais jamais cru voir un Poxbringer dans une liste. Guo. Ok. 2 packs de Plague Bearer. Ok, renforcé. Un autre Poxbringer. Attendez, il faut que j'aille relire le Poxbringer. Là, c'est pas possible. Il y a 2 Poxbringer dans la liste, c'est pas possible. Il faut que j'aille relire. J'ai loupé un truc. Alors. Ah, il donne plus une attaque au Plague Bearer. Il double le DPS des Plague Bearer, hein. C'est pas cher, ok. Poxbringer. Hop. Effectivement. Sorcier pas cher. Bah ça s'entend, à 90 points, sorcier c'est vachement bien, surtout quand il y a plus d'un cast. Il y a beaucoup de cast là dans les listes, c'est pas mal. Hein. C'est une liste très spell et très contrôle. Hein. Il y a vraiment très peu de dégâts dans la liste. Orgoth fait un petit peu de dégâts, mais voilà. Vraiment, il y a quasi aucun dégât dans la liste. C'est du contrôle, du spellcast et de la tankiness. Hein. Très intéressant de voir comment ça a été joué sur table, hein, parce que là, c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de dégâts dans la liste. Enfin, pas de dégâts. Rotigus fait un peu de dégâts, mais il y a très peu de dégâts. Par contre, il y a des dégâts de maladie, il y a plein de choses, quoi. Mais ça se joue différemment. C'est intéressant. Ça fait plaisir de voir une liste qui n'a pas vraiment de marteau, qui est là pour utiliser son battle tray, pour jouer sur 5 tours. Moi, je trouve ça intéressant. Ensuite, on a Loris en Save to Darkness. Il joue Archaon, 5 Knights avec la Dread Banner, le Chaos Sword sur Demonic Mount, un deuxième Chaos Sword sur Demonic Mount, Abraxia de Scourge et 3 Vanguard. Je suis jamais très fan des 3 Vanguard, je trouve que ça meurt trop vite et que c'est trop cher. Mais il n'y a pas de Rodsword parce qu'ils sont encore en rupture de stock. Ok, j'entends le point. Louis, j'entends le point. Bon, la liste est pas mal, hein, la liste Archaon. Juste, je suis pas uber fan des Vanguard. Et forcément, ayant joué Archaon, je peux être souvent critique des listes, mais la liste est bien en vrai. Hein. Il joue en Champion of Chaos. Oui, bon. Puis il transforme automatiquement. Alors moi, je préfère l'amulette, mais je comprends l'envie de transformer auto son Chaos Sword si l'autre meurt. Je peux comprendre. La liste est cool. Stormcast. Iridan, Terminus, Reclusian. On n'a pas la Quicksilver. Je crois que c'est Quicksilver Draw, le Strike First, mais c'est pas grave. On a quand même un bon gros pavé là. Hein. On a Impact de Vanquisher, Gravestalker, Prosecutor. Ok, bah on a d'un côté un gros pavé et de l'autre côté de la tape très fort, très vite. Ouais, bah c'est cool, hein, en vrai. Ah oui, c'est l'AOR Runation. Ah ouais, mais du coup, vous allez devoir me faire lire l'AOR. Aïe. Pas de Quicksilver, tout à fait. Je dois relire l'AOR, là, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette AOR? Ward à 5 sur une unité Runation, ok. Il n'y a pas de monstre. Si, il y a un monstre, il y a Iridan. Bon, qui fait des BM, ok, on s'en fout. Ouais, de une Ward à 6 sur des Warriors, ok.
Ah, tu ramènes des modèles, c'est pas mal. Soit tu ramènes des modèles, soit tu donnes plus une attaque. Ok, c'est intéressant. Intéressant. Bon, bah je sais pas trop comment ça se joue, mais en vrai, why not? Why not? Ça a l'air cool. Et Philippe en Blade of Corn. On a 40 Bloodletter, 2 packs renfaux de Blood Crusher, un Skull Taker, un Bloodmaster, un Wrath of Corn, Bloodthirster et Karanak. Cool. En vrai, la liste est cool. Il y a plein de bonnes choses dedans. Il y a Argat sur le Vras. Il y a du démon pour profiter du Vras. La liste est bien. Hein. Bravo à eux. Roster très intéressant à lire. Bravo pour la première place. Allez, on va regarder la L2SE PACA. Oh, les Rohirrim qui perdent un match et les copains qui perdent un match. Et ça doit se finir extrêmement close. De 2300. Ah oui, ça se finit à 50 points, c'est pas tant. Hein. Alors, qui a perdu le match face-to-face? Qui a perdu le face-to-face? En 3, ils ont joué Nemesis, les Rohirrim. Ils ont perdu contre Nemesis. Nemesis, ah oui, on a 3 équipes qui sont en 4-1. Ah là 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 là. Des Nemesis qui ont gagné contre les Rohirrim et les Rohirrim qui ont gagné contre les copains. C'était large comme à l'aller. T'es dans les Rohirrim, Kevin? T'es dans les... Il y a qui dans les Rohirrim? Ah, qu'est-ce qu'il y a les copains? Et Thoredin et Rohirrim. Ah ouais. Kevin qui est ici. Et les Rohirrim avec Thoredin qui est quelque part parmi ces noms. Ah, vous avez fait ça bien, Antoine. Antoine Weiss. C'est ton frère, Adrien? Stylé de jouer avec son frère, en vrai. Merci Captain Kiwi pour les 10 mois de tien. Merci beaucoup. On va regarder les listes des Rohirrim, hein, du coup. Alors, il a décidé de ramener Skaven, Korn, Sylvaneth, Séraphon, Fek, Ogor, Idonet et Stancast. Gauthier, je crois que c'est le joueur que j'ai affronté à Atlanta. Je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est le joueur que j'ai affronté à Atlanta, oui. Très sympa, très très sympa. La game était très cool et elle était streamée d'ailleurs. Salut Sterlus. Et John, c'est vrai que j'ai joué John il y a 2 ans à Atlanta. Je m'en souviens. Il jouait Stormcast, je crois. Me semble-t-il. Allez. La liste Skaven. Hop. On avait une belle, 2 packs de Raog, une Brood Terror, un pack de Stormfiend, un Creuset, Clanra, Plague Monk. C'est très classique. Le seul truc un peu moins classique, c'est la présence des Stormfiend, là où on préfère en général plus de cordons. Mais sinon, c'est extrêmement classique, rien à dire. La liste est très bonne. Pas grand chose à dire. On la connaît très bien. Monsieur Antoine Weiss, qui est dans le chat, qui jouait la liste avec les 5 Bloodthirster. En vrai, il faut vraiment que je la joue une fois, cette liste. Elle m'a l'air trop cool. Ça a l'air trop bien joué.
Et en plus, c'est fort. Donc, elle me fait grave envie, cette liste. Mais bon, le problème, c'est que j'ai une des cinq figurines. C'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger, les amis. En Intercept Priceless, ça, il n'y a pas le choix. Voilà. En Sylvanette, nous avons donc Alariel, Beltanos, Drisha, Durtu, Warsong, Branchfish. C'est la liste des Worlds de Tom Gwan, je crois. En Wrathful Intercept. Intercept, j'entends. Wrathful. Oh, Wrathful, en vrai, ça peut. Non, pourquoi pas. À jouer sur table, c'est top, ça m'étonne pas. Ça peut, parce que Wrathful 2, ça se fait vraiment. Ouais, non, en vrai, why not? J'aime vraiment toujours pas la branchiche en auxiliaire, mais il n'y a pas trop de manière de builder cette liste exacte sans ça, malheureusement. Ensuite, en Séraphon, Florian, qui jouait le Spam Raptadon, qu'on connaît aussi. 30 Raptadon, 40 Raptadon, avec un Star Master et 2 packs de Hunter. Donc 40 Chargers, 10 Hunter, un Slan Star Master et un Carno. En scouting, ça marche très bien, Scout Restless avec cette armée. Vraiment, c'est vraiment pas mal. J'aime bien la liste. On a Gauthier qui jouait Fake avec Ushoran, un Terrorgeist, un Zombie Dragon. Donc on a quand même triple monstre, quadruple monstre. Il joue en Royal Menagerie, donc c'est normal. Il a, il y a même plus que ça, hein, je raconte n'importe quoi. Il y a 5 monstres, j'ai l'impression, dans la liste. Puisqu'il y a Ushoran, 3 Terrorgeist, un Zombie Dragon, un Decapitator, un pack de Beastslayer, un pack Renforcé de Crypt Guard. C'est intéressant de voir, je sais pas à quel point ce genre de liste est meilleur que la full monstre, mais moi j'ai tendance à préférer ce qui est un peu mixé, donc ça me surprend pas de sa part, et je trouve ça pas idiot du tout. Donc why not, hein. John qui joue Ogre avec... Alors c'est pas ridicule, hein. Je ne me moquais pas, je trouvais ça amusant de voir 3 Scrap Launcher. Mais à ce prix-là, en vrai, ils sont vraiment pas mauvais. Tyran, 8 Iron Guts, 12 Gloutons, 6 Gloutons, donc on a 18 Gloutons, 8 Iron Guts et la balle de tir. Faut faire un peu attention sur quel scénario pour pas les mettre, pour pas qu'il y ait trop de cover et tout. Mais en vrai, il y a beaucoup de tirs, hein. Je peux comprendre pourquoi la liste a bien marché. Donc intéressant. Nicolas Billet en Idonette Deepkin avec la classique liste qu'on connaît maintenant tous très bien de Full Muren, Matela, Léviadon, Icon of the Storm, rien à dire. Elle peut jouer à Tune Intercept sans souci. Tout roule. Et en dernier lieu, Quentin qui jouait Stormcast Eternal avec un Lord Veritan, 2 packs de Questor, un pack de Vanquisher, un pack de Vigilor, un Lord Aquilord, des Gryphound, un pack de Palador avec Javelin et un pack de Vanguard Raptor avec Long Strike. Absolument rien de surprenant dans une liste comme celle-ci. Je suis vraiment pas fan de scouting en Stormcast. C'est faisable, hein, mais ça veut dire que tu give up quand même une grosse partie de ton battle tray, ce qui est un peu triste. Mais c'est jouable, hein. C'est vraiment jouable. Je suis juste pas fan de contraintes Stormcast là-dessus. Mais vraiment, l'armée, c'est Stormcast, quoi, ça fait tout. Aucun souci. Aucun problème. Et voilà, pour les Rohirrim, bravo à eux. Ça a l'air très cool comme tournoi. Et les Rohirrim, ils perdent leur 2e ronde. Ils doivent se sentir un peu au fond du trou. Ils perdent leur 3e ronde. Et après, ils remontent tout. Très stylé. Bravo à toutes les équipes. Et c'est tout pour ce soir. Faut que je réfléchisse ce qu'on fait la semaine prochaine. Est-ce que je vais faire une review du Battletome Lumi? Possible. Est-ce que je vais faire autre chose? Nous verrons. On va voir ce qu'on fait la semaine prochaine. Des games. Ouais, ça peut être des games. Ça peut être des games. Faut que je vois les dispos, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient dispos pour jouer, bien sûr. Donc il y aura très probablement une game. On va voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses à faire. Donc on va voir ce qu'il se passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous dis bon week-end. À la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Plein de bisous. Ciao.